Bonjour, bienvenue à cette nouvelle webconférence UPV consacrée aujourd'hui à la loi de finances 2024. Alors, publiée le 30 décembre dernier, cette loi de finances détermine la nature, le montant, l'affectation des ressources et des dépenses de l'État. Elle traduit donc les choix budgétaires et fiscaux du gouvernement. Alors, cette loi de finances 2024 a pour ambition de maîtriser la dépense pour investir dans l'avenir, à savoir une baisse du déficit public, conformément à la loi de programmation des finances publiques pour les années 2023-2027. À noter que le déficit devrait être amené à 4,4%, donc on est encore loin des 3%. Et aussi donc de préparer les investissements pour l'avenir, notamment dans la transition écologique, à savoir amplifier des priorités comme la planification écologique, la transition énergétique, mais aussi l'éducation, la justice, la sécurité ou encore la défense nationale. Alors pour nous présenter les principaux points du budget 2024 et analyser les incidences fiscales et sociales pour les entreprises, l'UPV a sollicité deux expertes, Maître Claire Rouillet et Maître Marie Serra. Alors, Maître Rouillet, avocat spécialiste en droit social, et Maître Marie Serra, avocate spécialiste en fiscalité, du cabinet ESAC et Associés. Alors, n'hésitez pas à poser vos questions avec le chat qui se trouve en bas à droite, et je passe la parole sans plus attendre à Maître Claire Rouillet. Merci à vous. Bonjour à tous, donc bienvenue pour cette webconférence. Aujourd'hui, dans le cadre de notre actualité fiscale et sociale, pour ma partie en droit social, nous allons aborder donc les frais de transport domicile lieu de travail, les nouveautés en termes de pourboire, les exonérations particulières sur les jeunes entreprises innovantes, tout ce qui est relatif aux zones rurales et vous le verrez, et également quelques points d'actualité présents dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale. Premier point qu'on souhaitait aborder avec vous, s'agissant des frais de transport. Vous le savez, les frais de transport domicile-lieu-travail sont un dispositif qui est très complexe. Dans le cadre de la dernière loi de finances, il y a une incitation à la prise en charge patronale de ces frais de transport. Pour rappel, l'employeur peut et dans certaines situations doit prendre en charge une partie des frais de transport. Cela peut être matérialisé par une prise en charge obligatoire des 50% des titres d'abonnement de transport public, on y reviendra. Ça peut se matérialiser par l'intermédiaire d'une prime transport ou encore le forfait mobilité durable. S'agissant donc des 50% des titres d'abonnement, vous le savez, il s'agit des moyens de transport public, des services publics de location de vélo. S'il y a différents abonnements, cette notion de 50% s'appliquera sur l'ensemble des abonnements. Et dans ce cadre-là, l'employeur ne peut refuser de prendre en charge les titres d'abonnement, quel que soit le lieu de domiciliation du salarié. Je vous disais également, la prise en charge de ces frais de transport peut être par l'intermédiaire d'une prime de transport. Cette prime de transport, qu'on connaissait dans le passé comme 4 € par mois, concerne désormais la prise en charge de manière facultative des frais de carburant ou des frais d'alimentation électrique des véhicules électriques ou hybrides. Ça peut également prendre la forme d'un forfait mobilité durable qui est mis en place afin d'encourager la mobilité douce. Dans le cadre de la loi de finances, comme je vous le disais, incitation à la prise en charge patronale qui est reconduite. C'est-à-dire que pour une année supplémentaire, tous les dispositifs et aménagements temporaires qui avaient été prévus en 2022 sont maintenus. Et également, de manière à inciter à la prise en charge, c'est que la loi de finances prévoit le fait que sont augmentés les plafonds d'exonération et lesquels permettent un cumul entre les différents modes de prise en charge et on le verra par la suite. En synthèse, si on a une obligation de prendre en charge 50% des prix d'abonnement, désormais en 2024 et jusqu'en 2025, on le verra, on peut prendre en charge de manière facultative un peu plus, c'est-à-dire qu'on peut prendre en charge jusqu'à 75% du prix des abonnements de transport de services publics. Et cette prise en charge facultative est exonérée de cotisations sociales. Donc, il y a un dispositif incitatif mis en place par la loi de finances pour 2024. Également, en 2024, la prime transport reste ouverte à tous les salariés sans condition. Comme je vous le disais en introduction, normalement, la prime de transport permet de manière facultative à l'employeur de prendre en charge les frais de carburant ou encore d'alimentation électrique, dès lors que la résidence habituelle du salarié n'est pas desservie par un service public de transport et que les horaires de travail du salarié ne lui permettent pas de bénéficier de ce service public de transport. Dans le cadre de la loi de finances pour 2024, il y a une suppression temporaire de ces deux conditions alternatives et donc
désormais, ces conditions alternatives devraient se revoir appliquer au 1er janvier 2024. Donc, il y a une incitation quant à la prise en charge et au versement de ces primes de transport. Autre point, nouveauté, c'est que cette prime de transport se cumule désormais avec la possibilité qu'a l'employeur et l'obligation qu'a l'employeur de prendre en charge l'abonnement des 50%, comme je vous disais tout à l'heure, quand l'abonnement pour les transports publics. Par principe, c'était interdit. Il y a une autorisation temporaire de prise en charge qui avait été prise dans le cadre de la loi de finances rectificative en 2022 et qui était donc applicable en 22 et en 23. Désormais, elle est maintenue pour 2024. Autre point, on voit que le gouvernement met l'accent sur les transports. Désormais, donc, je vous disais, prise en charge aussi des frais de transport dans le cadre du forfait mobilité durable. Désormais, les plafonds d'exonération du forfait mobilité durable sont relevés, puisque le plafond d'exonération fiscale et sociale de la prime de transport et du forfait mobilité durable était normalement de 500 € par salarié, dont 200 € de frais de carburant. 2022-2023, il y avait un relèvement temporaire et on est clairement dans la même lignée, puisque pour 2024, le relèvement temporaire des plafonds est maintenu. On est sur 700 € tout confondu, dont 400 € de frais de carburant. Le maintien temporaire, le relèvement temporaire du plafond est maintenu aussi pour 2025, moindre mesure puisqu'on sera sur 600 €, mais il y a un réel effort fait par le gouvernement sur ce point-là. Autre option, c'est en cas de cumul du forfait mobilité durable avec l'abonnement au transport public. Là aussi, le plafond d'exonération est maintenu à 800 €. Ce plafond est relevé à 900 € jusqu'au 1er janvier 2025. Je vous ai mis un petit tableau qui permet de voir les différentes modalités de prise en charge des frais de transport et les différents cumuls possibles. On voit vraiment qu'il y a un accent mis par le gouvernement en faveur du cumul et un relèvement des plafonds d'exonération. Autre nouveauté qui avait été mise en place pendant Covid et post-Covid plus précisément afin de relancer la filière des hôtels et cafés et restaurants, c'est les pourboires. Les pourboires, on voit que sont prolongées les mesures d'exonération sociale et fiscale. Les pourboires, qu'ils soient remis volontairement, donc de la main à la main, comme on l'avait dans l'histoire, le jeton, la pièce qui était glissée dans le gilet du garçon de café, ou qu'ils soient centralisés par l'employeur pour les salariés qui sont en contact avec la clientèle, et dès lors que la rémunération ne dépasse pas 1,6 SMIC, ces pourboires sont exonérés de cotisations, contributions sociales et d'IR. Ce régime, en fait, qui était applicable jusqu'au 31 décembre 2023, est prolongé d'un an pour l'année 2024. Clairement, on incite le client à laisser un pourboire, à verser un pourboire au salarié, qu'il soit même en somme et rétribution, donc en espèces, ou même, on le voit, le dispositif permet, par l'intermédiaire d'une carte bancaire, une note est arrondie afin que le salarié puisse bénéficier d'un pourboire. C'est notamment le cashback. Autre dispositif qui fait le parallèle avec ce que Marie va aborder par la suite, sur les jeunes entreprises innovantes. Ces jeunes entreprises innovantes, on pérennise le dispositif d'exonération de cotisations sociales. On voit aussi que le dispositif est étendu à ce qu'on appelle les jeunes entreprises de croissance. Donc, nous avons mis les 2 diapos relatives à ce dispositif qu'on pourra aborder s'il y a des questions. Autre nouveauté, c'est le nouveau zonage mis en place à partir du mois de juillet 2024. Donc, les zones de revitalisation rurale sont désormais remplacées par un nouveau zonage qui se veut simplifié. Ce nouveau zonage permet pour les employeurs de moins de 50 salariés de bénéficier d'une exonération de cotisation patronale. Dispositif progressif puisque en cas d'embauche en CDI ou en CDD, ils bénéficieront, les employeurs de moins de 50, d'une exonération dégressive de cotisation patronale.
Sont concernées donc les entreprises, mais aussi les groupements d'employeurs, GIE notamment. Autre point qui ressort principalement de la loi de financement de sécurité sociale, c'est les arrêts de travail par téléconsultation. Pour les arrêts de travail par téléconsultation, on voit que désormais, la loi de financement de sécurité sociale limite la prescription ou le renouvellement d'un arrêt de travail par voie de téléconsultation à 3 jours. Au-delà, ça ne sera plus possible et il faudra consulter un médecin en physique. Dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale aussi, pour les entreprises étrangères, de nouvelles mesures, puisqu'avec l'instauration du guichet unique qui a fait grand bruit, le législateur va supprimer la faculté aux entreprises étrangères de recourir à un représentant pour effectuer les formalités déclaratives. Ce qui veut donc dire que l'employeur qui n'a pas d'établissement en France va être tenu d'accomplir l'ensemble des formalités déclaratives liées à l'emploi d'un salarié lui-même. Il ne peut plus recourir à un tiers déclarant ou même solliciter d'avoir un représentant par l'intermédiaire de l'un des salariés. Donc, nouveauté vraiment sur ce point-là. Autre petite nouveauté, recours accru à la procédure des abus de droit en matière de contrôle URSSAF. Marie va certainement l'évoquer sur le pendant fiscal, mais on voit que l'accent est mis sur les contrôles par le gouvernement, que ce soit par l'administration fiscale ou sociale. Désormais, en fait, la procédure relative aux abus de droit est modifiée, puisque plus de possibilité de demander la prolongation de la période contradictoire, mais possibilité de saisir le comité des abus de droit. On voit que la procédure est donc modifiée par la loi de financement sécurité sociale. Un dernier point que je souhaitais aborder avec vous, ça fait grand débat aussi sur le régime social de l'indemnité de rupture conventionnelle. Désormais, l'indemnité de rupture conventionnelle est soumise à une nouvelle cotisation, on va en parler ensemble, mais la loi de financement de sécurité sociale est venue clarifier un petit peu le régime qui était déjà présent dans le cadre du BOSS et est venue apporter une certaine clarification quant au traitement social. Le principe, c'est que l'indemnité de rupture conventionnelle est exonérée de CSG-CRDS dans la limite de 2 passes annuelles, de plafond annuel de sécurité sociale. En tout état de cause, la part est exonérée, une part est exonérée aussi de cotisation dans la limite du montant de l'indemnité conventionnelle, de 50% de l'indemnité ou 2 fois la rémunération annuelle brute perçue sur l'année civile. En synthèse, si on reprend, le salarié qui ne peut pas bénéficier d'un régime, de sa pension de retraite, ne verra pas l'indemnité soumise à impôt sur le revenu dans les limites que je viens d'aborder. Le salarié qui est en droit de prendre sa retraite, en revanche, l'indemnité sera intégralement soumise à l'IRPP comme si c'était du salaire. Les cotisations sociales, on l'a abordé, pas de cotisation dans les limites qu'on vient de voir. En revanche, création d'une nouvelle contribution, c'est la contribution patronale de 30%. Donc, l'indemnité de rupture conventionnelle coûte plus cher à l'entreprise. Donc, point clarifié dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale et qui mérite toute votre attention puisque le dispositif des ruptures conventionnelles est quand même bien utilisé par les entreprises. Donc, attention au traitement social de la somme qui est allouée. Je vais vous laisser avec Marie sur les actualités fiscales. Merci Claire. Donc au programme de nos actualités fiscales, en effet les mesures instaurées par la loi de finances. Donc comme chaque année, on a tout d'abord un relèvement des limites de chacune des 5 tranches de revenus soumis au barème. Donc il y a ce relèvement, il se fait dans les mêmes proportions que la hausse prévisible des prix à la consommation hors tabac, qui est de 4,8%. Donc là, vous avez le taux applicable à chacune des tranches dans lesquelles vous vous trouvez. C'est assez classique. Ensuite, en ce qui concerne les modifications, je voulais attirer votre attention sur quelques points qui peuvent intéresser nos auditeurs. Donc la déduction forfaitaire de 10% pour les frais professionnels, pour les salariés, gérants, TNS,
est porté à 14 171 €. L'abattement de 10% sur les pensions à 4 321 €. Les déductions de pensions alimentaires versées notamment à des enfants majeurs. Donc la limite de déduction, elle est portée à 6 674 € pour un enfant et à 13 348 € en présence de parents qui justifient participer à l'entretien de leur enfant majeur pacsé ou marié, donc à l'entretien du jeune couple. Donc ça, c'est des indexations qui se font en général tous les ans, rien de significatif. Une nouveauté importante, c'est que le taux du prélèvement à la source, qui est appliqué aujourd'hui, va être individualisé en l'absence d'options contraires. Donc la loi de finances aménage en fait ce prélèvement à la source. Donc pour les contribuables mariés ou pacsés soumis à imposition commune, à compter du 1er septembre 2025, il y aura un taux individualisé au revenu personnel de chaque membre du couple. Donc il y aura quand même toujours la possibilité d'opter pour l'imposition commune. Donc le Code général des impôts prévoit les modalités d'option. Donc voilà, pensez à faire l'option si vous ne souhaitez pas être soumis à l'imposition individuelle l'année prochaine. Autre point, reconduction du dispositif de Normandie ancien. Donc pour rappel, le de Normandie ancien, c'est un peu calé sur le régime Pinel qui est peut-être plus connu, mais il concerne les investissements dans l'ancien. Donc il y a un alignement des taux applicables en cas d'investissement réalisé via une SCPI. Le taux de la réduction d'impôt, il est de 18% lorsque l'engagement de location est pris pour 9 ans et il est de 12% lorsque l'engagement est pris pour une durée de 6 ans. Autre point concernant les réductions d'impôts, on a une réduction qui est connue sous le nom de la réduction Madelin. C'est la réduction d'impôt pour souscription en numéraire au capital de certaines PME ou souscription en numéraire de parts de FCP. Donc pour rappel, le taux de la réduction d'impôt, il avait été porté jusqu'à l'année dernière à 25%. Cette majoration de taux n'est pas reconduite cette année. Donc pour la réduction Madelin classique, le taux repasse à 18%. En revanche, il y a des assouplissements concernant les PME qui peuvent bénéficier de ces souscriptions. La PME éligible doit respecter une des conditions suivantes, donc n'exercer son activité sur aucun marché, exercer son activité sur un marché depuis moins de 10 ans après son enregistrement ou moins de 7 ans après sa première vente commerciale, ou avoir besoin d'un investissement initial qui est supérieur à 50% de son chiffre d'affaires moyen des 5 années précédentes. Le taux de 25%, le taux majoré, il est en revanche reconduit pour les investissements réalisés au capital de sociétés solidaires. Donc, on parle des sociétés foncières solidaires qui sont chargées d'un service économique d'intérêt général et les entreprises solidaires d'utilité sociale. Donc, pour ces deux structures, si vous investissez, le taux majoré de la réduction d'impôt à 25% est reconduit. Il y a, comme le disait Claire, 2 nouveaux dispositifs pour favoriser les investissements dans les JEI, donc les jeunes entreprises innovantes. Claire l'a rappelé tout à l'heure dans le diaporama, donc là, il n'y aura plus d'exonération d'impôt sur les bénéfices pour les JEI qui vont être créés à compter du 1er janvier 2024. En revanche, la loi de finances met en place 2 nouveaux dispositifs, donc en cas de souscription au capital de JEI classique et de JEI particulièrement innovantes. Donc selon la loi de finances, les JEI particulièrement innovantes, ce sont les jeunes entreprises innovantes dont les dépenses de recherche sont d'au moins 30% de leurs charges fiscalement déductibles. Donc en ce qui concerne les règles communes aux 2 dispositifs, les versements effectués doivent être réalisés en numéraire entre le 1er janvier 2024 et le 31 décembre 2028. Il y a un plafonnement de la réduction d'impôt totale au titre de l'un ou l'autre des 2 dispositifs qui est de 50 000 € et les versements excédant les plafonds annuels n'ouvrent pas droit à réduction d'impôt les années suivantes. C'est la différence avec la réduction d'impôt classique PME. Il y a des règles spécifiques donc pour ce qui est jeune entreprise innovante, jeune entreprise universitaire et jeune entreprise de croissance. Donc le montant maximum annuel des versements éligibles, c'est 75 000 € pour les célibataires, 150 000 € pour les contribuables soumis à une imposition commune, mariés, pacsés, et le taux de la réduction d'impôt est de 30%. Et pour les JEI particulièrement innovantes, le montant maximum annuel des versements, c'est 50 000 € pour les célibataires et 100 000 € pour les contribuables mariés ou pacsés, et le taux est de 50%. Autre dispositif reconduit, on a le crédit d'impôt en faveur des systèmes de charge pour véhicules électriques.
Donc ça, c'est prorogé jusqu'en 2025 et la limite, c'est 500 € au lieu de 300 €. Voilà, ce qui est intéressant, mais ramené au coût d'installation, voilà, c'est quand même un bon à prendre. Il y a le crédit autonomie qui permet de financer des installations destinées à équiper les logements pour les personnes âgées ou handicapées, il est reconduit. Et pareil pour la réduction d'impôts relative aux contrats de rente sur vie. Donc, ce sont des contrats qui sont souscrits quand vous avez un enfant majeur qui ne peut pas, qui est frappé d'une infirmité, qui ne peut pas avoir d'activité. Donc, pareil, là, la réduction d'impôts est reconduite. Il y a également une mesure qui a vocation à faciliter à inciter les contribuables à consentir des dons pour financer des travaux des édifices religieux. Donc la loi de finances porte le taux de la réduction d'impôt à 75% des dons lorsqu'ils sont effectués au profit de la Fondation du patrimoine, qui sont destinés à conserver ou à restaurer le patrimoine immobilier religieux. Un nouveau plan épargne avenir climat a été créé en 2023. Donc la loi de finances définit le régime fiscal applicable à ce plan, qui a été créé donc par la loi de 2023, octobre 2023 relative à l'industrie verte, qui est destinée aux mineurs et aux jeunes adultes. Donc ce PEAC, il est ouvert aux personnes physiques de moins de 21 ans. En fait, la particularité, c'est que l'épargne constituée doit être affectée principalement au financement de la transition écologique. Les produits et plus-values de placement effectués sont exonérés d'impôts sur le revenu et de prélèvements sociaux. Les modalités de plafond et de rémunération, c'est identique à ceux du livret A. Voilà, s'il y a des questions, on pourra y revenir sur ce point. Il y a également une modification par rapport à l'apport-cession. Donc, pour mémoire, l'opération d'apport-cession permet de bénéficier d'un report d'imposition de la plus-value constatée lors de l'apport par une personne physique de titre d'une société à une holding qui va les vendre en cas de vente dans les 3 ans de l'apport. Le report d'imposition ne tombera pas s'il y a 60% du prix qui est réinvesti dans des activités économiques opérationnelles dans un délai de 2 ans. Donc depuis 2019, il est admis que ce réinvestissement économique il soit fait dans le cadre de la souscription de parts de fonds communs de placement ou de sociétés de capital à risque. La loi prévoyait que les fonds éligibles à ce placement devaient avoir dans leurs actifs au moins 75% de parts ou actions de sociétés qui devaient répondre à certains critères. Donc c'est pour essayer de respecter la cohérence par rapport au financement d'activités économiques opérationnelles. Donc la loi aménage les critères et impose au fond finalement que leurs actifs soient constitués dans la limite de 10% du montant total de l'investissement, soit par des parts ou actions acquises qui ne confèrent pas le contrôle de la société, ou lorsque le fonds ou la société est partie à un pacte d'associés et que ça n'aboutit pas à une détention de plus de 25% du capital. Et on admet également la souscription dans des titres donnant accès au capital, des avances en compte courant, des titres de créance. C'est un allègement qui pourra favoriser, ça rentre en vigueur à compter de la loi. Autre point qui concerne la fiscalité des particuliers, donc il y a une prolongation du dispositif qui tend à favoriser en fait les cessions d'immeubles bâtis et de terrains à bâtir lorsque il y a ils sont situés dans des zones tendues, c'est pour favoriser, donc il y a un abattement de 75%. Pour les cessions d'immeubles dans le périmètre d'opérations d'aménagement complexe et 60% pour les cessions de terrains à bâtir. Pareil, lorsque les cessions sont destinées au logement social. Prorogation, donc ça c'est pour favoriser les constructions destinées au logement social. Autre point important de la loi de finances, c'est la modification des règles applicables aux loueurs de meublés de tourisme non classés. Il y a un durcissement, donc qui a vocation bien évidemment à un petit peu encadrer les locations, notamment par Airbnb, qui se sont pas mal généralisées ces dernières années. Donc jusqu'à présent, le régime micro-BIC s'appliquait de plein droit aux contribuables exerçant l'activité de location meublée quand le chiffre d'affaires de l'année civile précédente ou de l'année d'avant n'excédait pas 180 700 € pour les meublés de tourisme classés et 77 700 € pour les autres activités de location meublée. Donc, il y a une nouvelle limite d'application qui est fixée à 15 000 €
pour les activités de location directe ou indirecte de meublés de tourisme. Donc, tout ce qui est villa, appartement, studio meublé à usage exclusif du locataire, offert à la location à une clientèle de passage qui n'élit pas domicile. Donc ces règles vont s'appliquer de plein droit à compter de cette année. Donc attention sur la déclaration de revenus. Il y a également une modification du taux de l'abattement forfaitaire qui était de 50% et qui est abaissé à 30%. Autre point, c'est une mise en harmonie en fait avec la jurisprudence européenne qui concerne les dividendes de source européenne qu'une société basée en France peut percevoir de ses filiales basées à l'étranger. Donc pour synthétiser, parce que c'est un petit peu technique et complexe, on pourra y revenir par la suite si vous avez des questions. Ce qu'il faut retenir, c'est que même quand la société tête de groupe n'a pas opté pour le régime de l'intégration fiscale, qui est une option possible pour les sociétés qui détiennent 95% de leurs filiales, pour synthétiser, il est admis que même à défaut d'option, dès lors que le groupe répond aux critères pour bénéficier, qui aurait pu lui permettre de bénéficier de l'intégration fiscale, le régime de faveur et le taux réduit de 1% applicable à la quote-part de frais et charges sur les revenus perçus par les filiales européennes s'appliquera. Autre point prévu par la loi de finances, c'est l'exclusion des titres détenus par les salariés pour le périmètre du groupe intégré. Donc, comme je le disais, le régime d'intégration fiscale impose que la société tête de groupe détienne 95% du capital des sociétés membres du groupe. Pour la détermination de ce seuil de 95%, il était admis qu'on ne tienne pas compte des titres détenus par les salariés de la structure qui auraient été émis et attribués aux salariés dans le cadre de certains dispositifs, stock option, attribution gratuite d'actions, souscription par le biais d'un plan épargne entreprise. Donc la loi permet qu'on ne tienne pas compte des titres détenus par les salariés lorsqu'un salarié va cesser ses fonctions dans la société qu'il employait lors de l'émission et l'attribution des titres pour rejoindre une autre société du même groupe économique, inclus dans le plan d'émission. Donc on reste il faut quand même toujours qu'il y ait cette notion d'intégration, on est dans les groupes intégrés. La neutralisation des titres détenus par le salarié prendra fin lorsqu'il cessera ses fonctions au sein du groupe de société inclus dans le plan. Lorsqu'il cessera ses fonctions pour les exercer dans une société qui était initialement dans le périmètre mais qui est sortie du périmètre, ou lorsque la société qui emploie le salarié, elle sort tout simplement du périmètre. Autre point en faveur des entreprises, il y a une prorogation de 3 ans du dispositif du taux réduit d'impôt société pour les cessions de locaux professionnels situés dans les zones tendues en vue de la réalisation de logements. Il y a une extension du dispositif aux opérations qui ont vocation à concourir à la production de locaux à usage mixte et un allongement pour les opérations d'envergure avec une justification au niveau des délais. Autre mesure qui concerne l'impôt société, le suramortissement en faveur des véhicules et engins peu polluants. Donc là, en fait, c'est une extension aux opérations dites de rétrofit qui a vocation à favoriser le passage des entreprises au niveau de leur flotte d'une motorisation thermique à une motorisation électrique. Donc là, on a pas mal de mesures qui tentent à favoriser cette transition. Là, je vous ai mis dans le diaporama les conditions, c'est un peu technique, donc s'il y a des questions, on pourra y revenir. Pareil, il y a toujours une poursuite du suramortissement en faveur du transport maritime fluvial, ça c'est un peu technique. Il y a de nouvelles conditions qui s'imposent aux entreprises qui sont concernées, qu'on pourra développer ultérieurement si besoin. Un nouveau crédit d'impôt est créé afin d'encourager les investissements dans l'industrie verte. Donc c'est un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui réalisent des dépenses d'investissement dans les secteurs d'activité contribuant à la production de batteries, panneaux solaires, éoliennes, pompes à chaleur. Donc il faut que ces investissements soient réalisés dans le cadre des activités qui sont limitativement énumérées. Les dépenses éligibles, c'est celles qui sont engagées en vue de la production d'actifs corporels et incorporels relatifs à ces activités. Ça nécessitera un agrément préalable. L'assiette du crédit d'impôt, ce sera le prix de revient minoré des aides publiques. Et en ce qui concerne le taux, c'est un peu complexe, il est variable en fonction de la taille de l'entreprise. Donc, crédit d'impôt quand même intéressant à étudier. En ce qui concerne la TVA ensuite, donc pour rappel, il y a le sujet de la facturation électronique, on l'évoque depuis un moment, ça a été reporté à plusieurs reprises. Donc là, ce qui est prévu,
c'est que à compter du 1er septembre 2026, il y a une généralisation de l'obligation de réception des factures électroniques, tous les assujettis, réception. Et ensuite, concernant l'obligation d'émission des factures électroniques et de transmission des données de transaction et de paiement, elles sont resserrées en 2 phases. Donc, on a une première phase à compter du 1er septembre 2026 pour les grandes entreprises et les entreprises intermédiaires, et à compter du 1er septembre 2027 pour les PME, ETI, micro-entreprises. Donc, ces dates, en principe, elles ne devraient pas être modifiées. Il est quand même prévu qu'elles pourront être reportées de 3 mois ou plus. Mais voilà, dans l'idée, c'est que voilà, c'est vrai qu'il faut faire. On a l'impression que c'est dans longtemps, mais ça va arriver vite, donc il faut quand même s'y préparer parce que la généralisation de la facturation électronique, elle ne tardera pas davantage. En ce qui concerne la TVA, une autre modification de la loi de finances, c'est la TVA applicable à la para-hôtellerie. Donc, pour rappel, antérieurement à la loi de finances, il y avait une exonération de TVA pour les locations de logements meublés à usage d'habitation, sauf pour les prestations fournies dans le secteur hôtelier et d'hébergement touristique, et sauf pour les locations meublées des autres secteurs quand il y avait la fourniture d'au moins 3 des 4 prestations suivantes. Il manque un 4, désolé. Petit déjeuner, nettoyage régulier des locaux, fourniture de linge de maison et réception, même quand elle n'est pas personnalisée à la clientèle, la réception. Il y avait eu un arrêt du Conseil d'État en juillet 2023 qui a nécessité une clarification. Donc aujourd'hui, nouveau régime. Il y a une distinction à faire entre les prestations d'hébergement fournies dans le secteur hôtelier ou dans les secteurs ayant une fonction similaire et la location de logements meublés à usage résidentiel. Le critère de distinction, c'est la durée des offres de location. Donc sont soumises à TVA toutes les locations qui remplissent les conditions cumulatives suivantes, donc les 2, prestations d'hébergement offertes pour une durée n'excédant pas 30 nuitées et comprenant au moins 3 des 4 prestations que je viens d'évoquer. Ensuite, la loi de finances prévoit des dispositions en matière de droit d'enregistrement. Donc, sur les cessions de parts de sociétés à prépondérance immobilière, typiquement les SCI, à partir de maintenant, les actes doivent indiquer. Alors, il y a 2 mesures qui étaient déjà en général faites dans les actes. Si la société est une société qui relève du régime de la transparence fiscale visé à l'article 1655 ter du Code général des impôts, si les participations cédées confèrent au cessionnaire le droit de jouissance à la jouissance de l'immeuble, et maintenant, donc ça c'est important, si le cessionnaire a acquitté ou s'engage à acquitter des dettes contractées auprès du cédant par la société. Ça vise principalement les comptes courants d'associés notamment. Ce montant serait pris en compte dans l'assiette des droits d'enregistrement. Donc attention à la rédaction. Il y a également une clarification des activités éligibles au titre du pacte Dutreil. Donc, pour rappel, le régime Dutreil permet de bénéficier, quand on transmet une entreprise ou des parts de sociétés commerciales, industrielles, libérales, agricoles, activités opérationnelles ou de holding animatrice, d'un abattement de 75% sur la valeur des titres transmis. Les activités éligibles au régime ont été clarifiées. Donc, les activités de gestion par la société de son propre patrimoine immobilier sont exclues. Sont admises les activités de construction, vente et de marchand de biens. Les activités exerçant à la fois une activité opérationnelle éligible et une activité civile sont éligibles, l'activité mixte, dès lors que l'activité civile elle n'est pas prépondérante. Et on a également une définition de la holding animatrice, donc qui est société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participation, a pour activité principale la participation active à la conduite à la politique du groupe, constituée de sociétés qu'elle contrôle directement ou indirectement, exerçant des activités industrielles, commerciales, artisanales, agricoles, libérales, et auxquelles elle rend à titre purement interne des services spécifiques, administratifs, juridiques, financiers et immobiliers. La loi de finances précise que la location meublée est exclue des activités éligibles au Dutreil. Il y a également une augmentation de l'abattement applicable dans le cas de transmission d'entreprise au profit d'un salarié ou d'un proche. Donc le salarié doit être titulaire d'un CDI depuis au moins 2 ans, d'un contrat d'apprentissage. Et le proche, c'est le conjoint, le partenaire pacsé, l'ascendant, descendant en ligne directe, frère ou sœur. L'abattement est porté de 300 à 500 000 euros. Il y a une autre mesure qui est un petit peu complexe, elle concerne l'évaluation des titres de société dans le cadre de l'impôt sur la fortune immobilière. Donc, pour rappel, depuis le 1er janvier 2018, les actions et parts de société ne sont imposables à l'IFI
que pour la seule fraction de leur valeur qui représente des biens et droits immobiliers imposables, détenus directement ou indirectement par une société. Pour déterminer cette fraction imposable, on définit ce qu'on appelle un ratio immobilier. Et la valeur vénale est corrigée du passif, sauf du passif dont la loi interdit la limite ou la prise en compte. Donc il y a une nouvelle mesure, c'est une exclusion de la déduction des dettes contractées par la société qui ne sont pas afférentes à un actif imposable. Et il y a la mise en place également d'un plafond. Donc c'est un petit peu complexe à expliquer. S'il y a des questions, on pourra y revenir tout à l'heure. Actualité aussi en matière de contrôle fiscal. Donc il y a pas mal de modifications dans la loi de finances. Tout d'abord concernant le lieu de réalisation des contrôles fiscaux. Jusqu'à présent, le contrôle avait lieu en général sur place dans les locaux de l'entreprise ou d'un commun accord dans tout autre lieu indiqué. Donc ça pouvait être souvent dans les locaux de l'expert comptable. Et en cas de désaccord, aujourd'hui l'administration est autorisée à tenir ou poursuivre dans ces locaux les opérations de contrôle sans avoir à motiver sa décision. Ça veut dire qu'elle peut imposer de faire son opération sur pièce à distance. Et cette mesure, elle se justifie, je pense, par le fait qu'il y a beaucoup de télétravail aujourd'hui des agents de l'administration fiscale. Et donc, voilà, donc c'est quand même un pouvoir de l'administration qui vient s'ajouter à ce dont elle dispose déjà en matière de contrôle fiscal. En ce qui concerne le contrôle des prix de transfert, là aussi, il y a un renforcement des pouvoirs de l'administration fiscale, puisque le seuil de l'obligation documentaire, il est abaissé aux entreprises qui ont un chiffre d'affaires consolidé qui passe de 400 millions d'euros à 150 millions d'euros. Et il y a une amende maintenant en cas de non-respect de l'obligation documentaire qui est de 0,5% du montant des transactions non documentées ou de 5% des bénéfices transférés se rapportant à de telles transactions. Pour mémoire, les prix de transfert, ce sont les prix auxquels une entreprise transfère des biens, actifs incorporels, ou rend des services à des entreprises associées établies dans un autre pays. Donc pareil pour les transferts d'actifs incorporels, l'administration, elle peut aujourd'hui rectifier la valeur d'un actif sur la base des résultats postérieurs, avec un délai de reprise spécial qui est de 6 années. Donc ça augmente considérablement les pouvoirs de contrôle de l'administration. Il y a également une augmentation des pouvoirs d'investigation de l'administration sur Internet. Les agents sont autorisés à mener en ligne des enquêtes ciblées sous pseudonyme dans le cadre de certaines infractions. Donc il faut être vigilant par rapport à ça, puisque donc ça signifie que l'administration, les agents pourront utiliser une adresse qui n'est pas libellée comme les adresses habituelles dgfip.financement.fr. Il faut faire attention aussi aux communications qui sont utilisées sur les réseaux sociaux, notamment LinkedIn, parce qu'il commence à y avoir des cas, dans le cadre des opérations de contrôle, où l'administration fiscale se prévaut de ce qui a été posté, ou des titres notamment qui sont utilisés sur LinkedIn. Donc attention aux communications au niveau des entreprises et des salariés aussi sur les réseaux sociaux. Il y a également la création d'un délit, pardon pour la faute de frappe, d'un délit autonome de mise à disposition de moyens destinés à faciliter la fraude fiscale. Donc c'est un délit autonome, ce qui signifie que le parquet peut se saisir et c'est une nouvelle infraction. L'infraction est constituée par la mise à disposition à titre gratuit ou onéreux d'un ou plusieurs moyens, services, actes ou instruments juridiques, fiscaux, comptables, financiers, dans le but de permettre à un ou plusieurs tiers de se soustraire frauduleusement à l'établissement ou au paiement total des impôts. Donc nouveau délit, donc prudence par rapport à ça. Au niveau des visites domiciliaires également, on sait que dans certaines infractions, le juge des libertés de la détention peut autoriser l'administration fiscale à effectuer une visite et une saisie sur place, même quand les lieux sont privés, pour établir et rechercher la preuve d'agissement frauduleux d'un contribuable. Donc il y a une extension. Aujourd'hui, ces visites elles peuvent également être autorisées lorsqu'il y a des présomptions qu'un contribuable souscrit des déclarations inexactes en vue de bénéficier du crédit d'impôt prévu au profit des entreprises passibles de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les bénéfices. Il y a également une précision, c'est que les éléments de preuve saisis peuvent être remportés sur support informatique.
qu'il y a un renforcement des pouvoirs de l'administration fiscale dans ce contexte. Il y a également une peine complémentaire au délit de fraude fiscale aggravée, c'est la création de la peine de privation temporaire du droit au bénéfice des réductions et crédits d'impôt en cas de fraude fiscale aggravée. Autre point, la protection de l'identité des agents. Les agents aujourd'hui de l'administration fiscale peuvent mener certaines investigations, certaines opérations de manière anonyme lorsque le dossier le nécessite, et le dispositif d'anonymat est assoupli dans la mesure où aujourd'hui ça peut être décidé sur délégation. Alors quand même une bonne nouvelle pour les contribuables dans tout ça, ça concerne les intérêts moratoires. Donc si vous savez que l'administration fiscale, si elle vous notifie un redressement et qu'elle vous rappelle des droits, vous devez, outre des majorations, s'il y a un manquement délibéré par exemple qui est avéré, vous devez un intérêt de retard qui vient compenser le préjudice du trésor public du fait du non-paiement des impôts. Donc dans le cas où c'est l'administration qui vous consent un dégrèvement parce qu'elle s'est trompée, voilà, c'est elle qui vous devra des intérêts moratoires. Donc le taux de ces intérêts moratoires c'est 0,2% par mois, donc c'est toujours ça de prix, mais sachez-le, il ne faut pas oublier de les réclamer si c'est pas fait. Il y a également un point dans la loi de finances, c'est la pérennisation des aviseurs, du statut des aviseurs fiscaux. C'était une mesure qui avait été prise à titre expérimental et qui est pérennisée, qui donne la possibilité à l'administration fiscale d'indemniser ce qu'on appelle les aviseurs fiscaux lorsqu'ils délivrent des informations qui auront permis la découverte d'agissements, manquements ou manœuvres tombant sous le coup de sanctions relatives à des activités occultes, des insuffisances de déclaration, des irrégularités relatives aux règles de facturation ou des transferts de fonds vers ou en provenance de l'étranger. Cette possibilité indemnisée s'applique lorsque le montant des droits éludés par le contrevenant est supérieur à 100 000 €. Pour finir, je pense qu'on a encore un tout petit peu le temps. Il y avait 2-3 décisions sur lesquelles je souhaitais attirer votre attention. La première décision, elle concerne le traitement des titres de participation, titres de placement. Donc c'est une affaire qui a été jugée par la Cour administrative d'appel de Paris en décembre 2023. Il y a un pourvoi qui a été déposé, donc il y aura une décision définitive du Conseil d'État à suivre. Mais je voulais attirer votre attention parce qu'il y a des spécificités. Donc, dans ce dossier, en fait, c'était le groupe Vivendi qui avait perçu des titres d'une de ses filiales qu'elle avait enregistré, inscrit en comptabilité en titre de participation. 2 ans après, estimant avoir commis une erreur comptable, elle les a reclassés en titre de placement. Et donc, quand elle a cédé un premier bloc de titres 2 ans après, elle a comptabilisé une moins-value court terme qu'elle a déduite. L'administration fiscale a contesté la déductibilité de cette moins-value et des provisions pour dépréciation des titres enregistrés au motif qu'ils avaient pour elle la nature de titre de participation et elle a remis en cause en fait le principe de leur classement comptable. La Cour administrative d'appel a suivi et a confirmé la décision du tribunal administratif de Montreuil qui a fait droit à l'argumentation de l'administration. Et les juges ont considéré en fait qu'il y avait eu un caractère délibéré de l'erreur comptable. A priori, dans ce dossier, ce qui a été mis en évidence, c'est que compte tenu de l'importance et de la taille du groupe Vivendi, la direction fiscale et la direction financière auraient dû documenter et, compte tenu de l'importance, si vous voulez, du groupe, ça ne justifiait pas l'erreur comptable. Donc, il faut faire attention au moment de vos arrêtés de compte, de bilan notamment, de bien associer pour documenter vos directions fiscales ou directions administratives et financières de manière à éviter ce genre de difficultés. La décision du Conseil d'État, enfin l'arrêt du Conseil d'État sera à suivre cette année. Autre décision, elle concerne les critères d'appréciation du seuil de 95% pour le régime de l'intégration fiscale. Cet arrêt du 1er mars 2023 qui concernait le groupe AXA vient confirmer l'interprétation des dispositions de l'article 223 du Code général des impôts pour l'appréciation de la détention du seuil de 95%. Donc, on peut tenir compte des participations par l'intermédiaire des sociétés de tout l'ensemble, et donc y compris au travers de participations réciproques. Ça, c'est une précision qui était importante à mon sens.
Autre actualité cette année, c'est l'ordonnance du 24 mai 2023 et la modification du règlement comptable en date du 22 novembre 2023. Donc, pour rappel, aujourd'hui, vous pouvez réaliser des opérations de fusion et scission sans échange de titres entre une mère et sa filiale à 100%, ou entre deux sociétés sœurs détenues à 100% par la même société mère. Donc, l'ordonnance apporte de nouvelles modifications et sont désormais possibles ces opérations lorsque les parts et actions ou actions sont détenues par des associés dans les mêmes proportions dans toutes les sociétés qui fusionnent et que ces proportions sont conservées à l'issue de l'opération. Autre arrêt intéressant, c'est un arrêt qui a été pas mal commenté, qui a été rendu par le Conseil d'État le 4 octobre 2023. Ça concerne les conventions de management et les fonctions de direction. Donc dans cette affaire, on avait un gérant de SARL qui n'était pas rémunéré pour son mandat de gérant. Il y avait un contrat de prestation de service qui avait été conclu entre la société et une autre société dans laquelle le gérant était associé et gérant, et cette société facturait des prestations de direction moyennant le versement d'un honoraire. Le dirigeant était commun aux deux sociétés et exécutait des prestations de service. Donc l'administration fiscale elle a remis en cause la déduction des honoraires versés par la société bénéficiaire des prestations sur le fondement de l'acte anormal de gestion. La Cour administrative d'appel a confirmé les redressements et la qualification d'acte anormal de gestion, au motif que selon elle, les prestations réalisées relevaient des fonctions inhérentes à celles de gérant de la SARL. Elles n'étaient pas distinctes de celles que le dirigeant devait déployer dans le cadre de ses fonctions, et que le choix de ne pas rémunérer son gérant constituait une décision opposable à la société. Le Conseil d'État a annulé l'arrêt d'appel et a considéré que l'absence de versement par une société d'une rémunération à son dirigeant constituait une décision du tout et qui ne pouvait pas faire obstacle à la rémunération de ce même dirigeant au cours d'un exercice postérieur, et que la conclusion de cette convention exécutée par le dirigeant commun ne constituait pas un acte normal de gestion si la société établit que ses organes sociaux ont entendu rémunérer indirectement le dirigeant et que les honoraires ne sont pas dépourvus de contrepartie. Donc, il faut quand même être vigilant dans ces montages, parce que ça, c'est l'analyse fiscale, mais on sait que la Chambre commerciale de la Cour de cassation a déjà sanctionné ces conventions par la nullité pour absence de cause. Donc, il faut quand même faire attention et bien documenter au niveau de la convention et au niveau de la validation du process par les organes sociaux. Un autre arrêt intéressant, c'est un arrêt du 26 juillet 2023 qui concerne les aides consenties, aides à caractère financier, aides à caractère commercial. Dans cet arrêt, il a été jugé qu'une aide consentie afin de développer une activité n'ayant pas généré de chiffre d'affaires peut être considérée comme une aide à caractère commercial si les perspectives de développement de l'activité de la société bénéficiaire de l'aide n'apparaissent pas à la date de l'avance comme purement éventuel. Un autre arrêt qui mérite peut-être votre attention, elle concerne les dispositifs d'exonération d'impôts dans le cadre des ZFU. Au cours de ces dernières années, il y a eu pas mal de contentieux, notamment suite à la réponse Lévy, qui concernait certains professionnels libéraux, notamment des médecins, qui avaient leur cabinet en ZFU, mais qui pratiquaient leurs actes chirurgicaux en clinique. Le tribunal administratif de Toulon, la cour administrative d'appel de Marseille, avait considéré que la modification du dispositif ZFU en cours de route portait une atteinte disproportionnée aux attentes du contribuable de pouvoir bénéficier de ce régime. Ces arrêts ont été censurés par le Conseil d'État qui considère que la modification du dispositif ZFU en cours de route n'a pas constitué une atteinte disproportionnée à l'espérance légitime du contribuable de pouvoir continuer à bénéficier du dispositif. Dernière actualité, je pense, c'est si jamais vous avez une disposition dans une foire aux questions de l'administration fiscale qui vous interpelle, sachez que vous pouvez exercer un recours pour excès de pouvoir. La recevabilité de ce recours a été confirmée par le Conseil d'État dans un arrêt du 3 février 2023. C'est au moment des aides Covid, un contribuable a déposé un recours pour excès de pouvoir contre la foire aux questions, au terme de laquelle le ministre disait que les loueurs en meublé non professionnels n'étaient pas éligibles au fonds de solidarité. Ça c'est le même arrêt. Ouais, juste une précision par rapport à vous savez que chaque année on
parle de la réévaluation sexennale des valeurs locatives des locaux professionnels. Cette réévaluation, enfin cette actualisation, elle a été reportée en 2026. Voilà, merci pour votre attention. Bravo à Maître Rouillet et à Maître Serra pour leur intervention dans un temps très court. Et donc, merci d'avoir respecté le timing. Alors, s'il y a des questions, c'est le moment. À moins que, parce que pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, à moins que vous vouliez compléter, parce que je vous ai demandé un peu d'aller vite sur votre présentation. Bah, c'est vrai que les points, moi, qui me semblaient importants de souligner, comme on l'a dit avec Claire, c'est vrai qu'on note quand même qu'il y a plusieurs tendances dans cette loi de finances. Il y a des mesures quand même qui viennent favoriser tous les investissements pour les entreprises innovantes et pour la transition écologique. Ça, c'est vraiment une préoccupation du gouvernement qui est confirmée. Et après, c'est vrai que moi, ce qui m'a interpellée dans la loi de finances, c'est quand même le renforcement des pouvoirs de contrôle de l'administration, notamment dans le cadre du contrôle fiscal. Parce qu'on voit clairement qu'il y a un renforcement des moyens d'action. La preuve va devenir, le dispositif les moyens de contrôle et les pouvoirs dont dispose l'administration risquent de compliquer, je pense, dans les années à venir, la possibilité pour les contribuables de rapporter la preuve de la réalité d'une situation. C'est pour ça que j'insiste toujours, moi, sur la vigilance dont il faut faire preuve dans le cadre de la documentation, notamment des écritures comptabilisées. C'est très important. Voilà, pour éviter de se retrouver en risque et en situation délicate face à un inspecteur. Je pense qu'on proposera une webconférence spécifique sur ce sujet-là parce que je crois que ça concerne vraiment toutes les entreprises et c'est bien de s'y préparer. Ben écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous remercie. Je vous donne un rendez-vous pour la prochaine conférence le 13 février prochain. On restera sur le sujet environnemental avec les clauses environnementales dans les marchés publics. Donc pensez à vous inscrire si vous êtes intéressés et je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée. À bientôt. Bonne journée. À bientôt. Au revoir.